Haitian Cultural Exchange was founded in 2009 by a group of Haitian women. They created an interdisciplinary space for artists to connect to their roots. This month, they organized the third biennial Haitian Film Festival, which took place in venues across the city, giving a platform to emerging Haitian filmmakers to share their work. Welcome to the opening night of the Haiti Film Fest. That's the third year we're doing this, and thanks to Haiti Cultural Exchange. Hello, Regine. Thank you, Kagaz. Thank you so much, everyone, for being here. I really appreciate it. Haiti Cultural Exchange appreciates it. All of our filmmakers appreciate it. So thank you once again for being here for our film festival opening night. Haiti Cultural Exchange was founded in 2009 by 7 Haitian American women who really felt that there was a void in the community in terms of representing the arts and the culture under one big umbrella. They're musicians, they're dancers, they're visual artists, but there wasn't an organization that was really bringing all of those different elements together and not only focus on traditional Haitian arts, but also the contemporary. And so we founded the organization then, and we've been at it ever since. I am, and Haiti Cultural Exchange is steadfast in the knowledge that artists, writers, musicians, and filmmakers need to be supported and need to be provided with platforms to present their work, to ensure that our stories, our history, are shared with a broader public. When we founded the organization, it took some time definitely to build the core group of artists that we work with. We work with a wide range of artists, mostly from the Haitian diaspora here in New York. Although we've had artists come from Boston, from Canada, many artists coming from Haiti, it's all meant to be that cross-cultural exchange. Although I wasn't born and raised in Haiti, there's been a spiritual umbilical cord that has always connected me to my homeland. And despite my identity issues as a kid and even as an adult, Haiti and its culture is so much a part of me. But in order to really understand who I am and what Haiti is all about, I needed to search within. With La Belle Vie, yes, it's one aspect that has not been explored. In film, you have not seen people really speak about the class issues in Haiti, the bourgeoisie versus the main population, the diaspora versus the people who actually live in Haiti. And this La Belle Vie is a real diaspora story. En Haïti, les autres bourgeois, ou bien on a l'argent, ou bien on sont là pour. C'est pour ça qu'on dit dans le langage haïtien, nègre riche c'est mulâtre, mulâtre pauvre c'est nègre. When we came here, we saw what we have lost in Haiti. For so long here in the States, I tried to fight with myself in terms of being comfortable and having this certain pride, saying that I was Haitian to the world, right? But then once I got past that and I was completely confident, I'm Haitian and I'm so proud, I get to Haiti and they say, ou blanc, which means literally, the literal translation is that you're white. Can you imagine after fighting here in the States, being finally proud of who I am, and then going to Haiti and saying that I'm a blanc, especially coming from Harlem, the most black neighborhood in the world recognized for its history and historical relevance, going to Haiti now saying that I'm blanc. I was like, oh, who you calling blanc? And they're like, no. It's not a color thing. You're a foreigner. Gros problème, oui. A dit moi, même c'est blanc.
We're obviously committed to social justice issues. We're obviously committed to bringing ideas to the fore. A lot of our programming has a discussion-based programming, so people can share their ideas, but we aren't an overtly political organization by any means. So the ideas that come forth, the knowledge that is shared is coming from the artists, and then the community of participants has an opportunity to share and to react and to question and to debate. And so that's kind of like the platform that we're able to provide, an open space for those conversations to happen. How's everybody doing? You're all pumped up, ready to see the films? So I just want to thank you, Michelle. My name is Ella Turin, and I'm originally from New York, but I live in Los Angeles now, so it's a great homecoming to be here and to be with all of you. And there are a lot of Haitians in California, so if you ever want to come by and see us, feel free. But I also really want to give, on behalf of the filmmakers, a really huge thank you to Legine and the Haiti Cultural Exchange for doing this film festival. I know you'll get a lot of shout outs, but they are all deserved, and we really appreciate the space to be able to tell our stories. And that's why I'm an artist. That's one of the reasons why I do this work, to be able to uplift our narrative and our culture. So I'm here to introduce the films, and the first one is one that I'm in. It's called Freedom, and I call it a docu-poem about the Haitian Revolution. Oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. You can try I've performed this poem all over the country, and every time I perform it, I just get sort of filled up with the spirit and the energy of ancestors, of people I know, of our culture and our story. So to me, it's a privilege, an incredible privilege, and I feel to be able to share that story is necessary for me. I really feel compelled and called to do it. Would you be able to say part of the poem here? Do you remember? Sure. Yeah. Look into the oyster of the Antilles and find its pearl. My eyes rest on its beauty, recalling days of tranquility and simplicity. Multitudes of places, from faces we never saw to places we never leave, displace the ancestors, but the roots are deep. In the blood, in the soul, and in that deep, freedom rings true from the sea to the heavens. Freedom is ringing in Haiti, where generations have passed since the powerless took hold of the world's destiny and defended liberty. Far from hope, but not without the spirit of the gods, the children of Guinea were all free in the fight to save the people, and the cries rang out in the air. On one hand, on the other, we're going to beat the whites, cut their heads off, which is what Dessalines used to say. So he would say, burn the houses, chop their heads off, because he wanted to, his strategy his military strategy in averting the French was, when he saw them coming, when the scouts saw them coming, instead of having the land there for them to pillage, he would have the whole village burned down to the ground. And then if any of them were found, he would order his military people to chop their heads off. So he was very militant about the whole thing. I am very, very pleased this evening to introduce Sambazao. Sambazao. I had the opportunity, actually it was my first time last year to see La Cour Musique. Sambazao is a member of La Cour Musique. He's a long-time drummer, amazing artist, has trained so many artists, but it was my first time seeing Sambazao when I saw La Cour Musique. And so I'm really thrilled to have him here this evening. He's accompanied by some terrific New York City-based musicians, Marcus Schwartz, Monvelino Alexis, Jean Raymond, am I getting it right? Jean Raymond. And so I want you to give them a very warm Haitian welcome. Let's do it.
Born in Ivory Coast to Malian parents, Fatoumata Diawara first made her mark with international audiences as a Paris-based actress. In recent years, she has applied her talents to composing and performing her own songs. Her debut album of 2013, Fatou, was universally praised. The same year, National Public Radio named her one of the breakout artists at the National Global Fest in New York City. Award-winning French writer and filmmaker Marie-Monique Robin never shies away from tough subjects. Her documentary, The World According to Monsanto, takes on the effects of genetically modified products as controlled, developed, and marketed by the giant transnational corporation Monsanto. Originally broadcast in France in 2008, the film inspired a book of the same name. More than 5 years later, the work continues to provoke questions of high concern. Quand mon film est sorti, Le Monde selon Monsanto ainsi que le livre, eh bien, mon frère qui avait repris la ferme de mes parents a décidé de passer en bio. Et voilà, ça a eu un impact très très important sur eux, évidemment. Ça a eu un impact sur mon père aussi, qui a été très touché, mais vraiment très touché. Tellement touché qu'il a fait un infarctus. Il est venu à l'avant-première du film à Paris, dans un grand cinéma. Il y avait une queue énorme, parce qu'il y avait eu beaucoup de bruit autour de la sortie de ce film. Il y a eu vraiment un buzz énorme. Et ben, il a compris, quoi. Toute la manipulation dont il avait été victime, ainsi que tous les paysans, de France et d'ailleurs. Ça a été un impact très fort sur lui. Mon père, par exemple, qui était un militant
de l'Action catholique, et qui a voulu reprendre la ferme de son père parce qu'il revendiquait ce métier en disant que c'était le plus beau métier du monde, parce que sans ce métier-là, il n'y a pas d'autre métier qui existe, hein, parce que tous autant que nous sommes, s'il n'y a pas un paysan qui sème des semences dans la terre, eh bien, nous ne pouvons pas vivre. Donc c'est vraiment le métier fondamental au sens premier du terme. Donc il en était très convaincu, ma mère aussi, et ils se sont retrouvés embarqués dans ce modèle agro-industriel après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Et on leur a dit, ben voilà, pour nourrir le monde, d'ailleurs, c'était ça sa mission, nous allons nourrir le monde. Alors aujourd'hui, il dit, mais pourquoi est-ce que nous devions nourrir le monde? Il suffit quand même de nourrir la France et laissons les autres paysans se nourrir eux-mêmes. Hein. Mais bon, ils sont rentrés là dans cette aventure-là, et ils ont commencé à s'endetter, comme tous les paysans de cette génération. Moi, j'ai appris que mon grand-père n'avait jamais eu un centime d'emprunt. Ça n'existait pas sur les fermes. On était autonomes avant, on était autosuffisants. Hein. Donc, ils sont mis à s'endetter pour avoir des gros tracteurs, des machines, des engrais, des machins, etc., etc. Mais à aucun moment, ils ne pouvaient évidemment se douter que les produits chimiques qu'ils mettaient dans leurs champs étaient très dangereux. C'est ça qui a fait le choc de mon père quand il a vu le film, parce qu'il s'est rendu compte à quel point... Moi, je dis toujours que ces paysans, c'est les premières victimes de ce modèle. Je suis formel, nourrir 9 milliards de personnes en 2050, même un peu plus, et qui est prévu avec une agriculture sans pesticides, c'est absolument possible. Il faut changer de cap. Les recettes anciennes ne valent plus aujourd'hui. The disadvantage of monoculture, of course, is that if you try to grow corn, you have to use so many herbicides and so many insecticides that it's bad for the environment. Bon, l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est un modèle agro-industriel qui, soi-disant, est censé obtenir des rendements plus importants et donc nourrir le monde. Bon, sauf que moi, j'ai fait aussi un nouveau film qui s'appelle Les Moissons du futur, où je montre comment, en fait, non seulement on n'est pas parvenu à nourrir le monde, parce qu'il faut quand même le dire. Quand Monsanto dit sans OGM ou sans pesticides, on ne pourra pas nourrir le monde, moi je réponds, on ne le nourrit pas non plus avec les OGM et avec les pesticides. Et loin de là, 1 milliard de personnes qui ne mangent pas leur faim, dont 80% sont des paysans, des petits paysans. Hein. Donc ce modèle est un véritable fiasco. L'agriculture devrait capter du carbone par définition, c'est la photosynthèse, elle capte. Non, elle émet. Parce qu'on utilise des engrais qui sont faits avec du pétrole, des pesticides qui sont faits avec du gaz, enfin, etc. Et puis ça vient de très loin en plus. Et puis beaucoup de mécanisation, beaucoup d'irrigation, etc. Donc c'est beaucoup d'énergie. Beaucoup de déforestation pour faire ces grandes monocultures, hein, comme j'ai vu, j'ai filmé dans le Nebraska, ici dans le Midwest, ces grandes fermes, il n'y a plus un arbre. Agroecology is the antithesis of industrial agriculture. Pamene zakhala zaka tikuchita ujeni girisidi ya wathuyo ayi tikusimba lokoma dothendera bwino ng'amba ikubwera apa chimanga mukuchiona mene chililimo. Humus, der Boden ist der Schlüssel. Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Chemie in der Landwirtschaft, zumindest, wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Das 21. Jahrhundert ist definitiv das Jahrhundert der Biologie. Les OGM sont arrosés de Roundup. Le Roundup est un produit cancérigène. Non seulement un produit cancérigène, mais aussi un produit qu'on considère comme un perturbateur endocrinien. C'est une hormone de synthèse qui, à de très faibles doses, a des effets terribles sur les fœtus, notamment. Voilà, donc c'est de l'empoisonnement. C'est de l'empoisonnement, évidemment. Et comme les perturbateurs endocriniens agissent à des très faibles doses, vraiment très faibles doses, eh bien, ça a un impact, évidemment, sur les futurs bébés qui vont naître, qui vont ensuite développer des maladies de plus en plus courantes, comme cancer des testicules chez les jeunes garçons, par exemple. Hein, c'est une maladie qui a explosé ces derniers temps. Cancer du sein pour les femmes, cancer de la prostate, diabète, etc. Donc oui, mais il faut le dire clairement, c'est de l'empoisonnement. C'est tout. Ce sont des produits. Les pesticides sont des produits qui sont faits pour tuer. D'ailleurs, c'est même dans l'histoire de l'humanité, c'est assez étonnant. Hein. C'est très rare d'avoir des produits qui ont été conçus par l'homme pour tuer, hein, et qu'on balance dans les champs et dans les assiettes des consommateurs. C'est quand même, quand vous réfléchissez bien, tranquillement, vous dites qu'il y a quand même un truc bizarre là-dedans, non? Vous ne trouvez pas? C'est pour ça d'ailleurs que l'industrie n'aime pas parler de pesticides. Elle parle de produits phytosanitaires. Ça fait moins peur.
Et on nous fait croire que c'est des produits qui soignent les plantes. Non, c'est des produits qui sont faits pour tuer. Tuer les mauvaises herbes, tuer les insectes, tuer. Alors, on voudrait nous faire croire que ça peut tuer les plantes, les insectes et tout ça, mais nous, ça n'aura pas d'impact sur nous. Et tout ça, c'est enfin, simplement un peu de bon sens pour se rendre compte que ça ne tient pas, tout ça. Bon, alors moi, évidemment, quand je fais mes enquêtes, j'essaie de dépasser mais n'empêche que c'est le cas, bien sûr. Aux États-Unis, la population en général est empoisonnée en permanence par des produits très toxiques qui sont dans son assiette. Oui. Et c'est pas par hasard qu'il y a plein de maladies qui se développent. Ce n'est pas un hasard. Croissance. The simple assumption that more equals better is simply wrong. And it's time to concentrate on the better. Il nous manque 1 point de croissance pour que l'avenir redevienne une promesse. That economic growth is the solution, not the problem. Celui qui pense qu'une croissance exponentielle infinie est possible dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Le problème principal avec le modèle agro-industriel, c'est qu'en fait, il nous a rendus extrêmement vulnérables. Bon, d'abord parce que pour produire des aliments dans un modèle agro-industriel, il faut du pétrole, il faut du gaz, et ça, il y en a de moins en moins. Les réserves sont en train de s'épuiser. Ce qui fait que, contrairement à ce qu'on pense, nous avons perdu, donc, la plupart des pays, y compris les pays développés, une grande partie de leur souveraineté alimentaire, complètement. C'est le cas en France, c'est le cas, y compris aux États-Unis, vous savez très bien. Hein, la plupart des aliments consommés ici viennent du Mexique, viennent de très loin. Donc, ça fait une très grande vulnérabilité. On estime que l'autonomie alimentaire des villes est de 3 jours. Donc, c'est-à-dire que s'il y a problème de pétrole, vous voyez, n'importe quoi, ou alors un énorme événement climatique qui va perturber l'acheminement des aliments, etc., eh bien, il n'y a plus à manger dans les villes. Et là, je ne parle pas de l'Afrique, je parle de New York ou de Paris. All around us, there are live and practical examples of ways to do things better. Urban production is a kind of a form of post-growth production. I mean, we're facing huge problems. The era of truly cheap energy is definitely over. Il faut changer de modèle, et changer de modèle, ça veut dire relocaliser la production alimentaire au maximum. Donc évidemment, ça veut dire l'agriculture biologique, hein, parce que c'est se débarrasser de la dépendance au pétrole et au gaz, donc c'est de l'agriculture biologique, de proximité. Et ça, c'est un mouvement extrêmement important, y compris ici à New York, donc l'agriculture urbaine. Et c'est assez fantastique, d'ailleurs. Partout dans le monde, il y a des gens qui se mettent à produire des aliments comme moi je l'ai montré à Toronto, un ancien trader de la bourse de New York qui plaque tout et qui va à Toronto, crée une coopérative d'aliments bio et qui dit qu'il est 1000 fois plus heureux qu'avant. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, vous voyez. En plus, il est très heureux. Et ça, je peux vous dire qu'il l'est, hein, parce que franchement, c'est même contagieux. Hein. Donc, et il dit très clairement aussi que l'argent, ça ne se mange pas, puis il a raison, ça ne se mange pas et c'est pas très bon pour la santé. Donc, voilà. Donc l'avenir, c'est ça. L'avenir, c'est relocaliser. L'avenir, c'est du lien. Hein. L'avenir, c'est réapprendre à prendre soin. C'est le care en anglais. Hein. En français, on va dire prendre soin. Alors, c'est prendre soin de la terre, c'est prendre soin des aliments. Vous savez, on jette 30% des aliments qu'on produit. Ce modèle agro-industriel est tellement éloigné de tout, de la vie, hein, que finalement, ça n'a plus de valeur, les aliments. On les jette. Vous voyez, 30% des aliments qui sont jetés, c'est terrible quand on réfléchit. Hein. Donc, pour réapprendre à prendre soin, il faut relocaliser, parce qu'on prend bien soin de ce qui est près de chez soi, n'est-ce pas? Et donc, il faut encourager tout ça. Et c'est ça l'avenir, bien sûr.